1835. Dans les environs de Richmond en Virginie, un homme a payé 15 cents pour acheter ce qui allait détruire 3 générations d'une famille aristocratique. Ce qu'il a ramené chez lui ce jour-là n'était pas simplement une esclave âgée et brisée. C'était une héritière légitime dont l'existence même menaçait l'un des plus anciens patrimoines du Sud américain. Mais avant de découvrir comment cette femme au corps détruit et à l'esprit apparemment éteint allait faire trembler les fondations mêmes de la société virginienne, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez en ce moment même. Votre présence compte pour nous. La Virginie de 1835 portait encore les cicatrices de la crise bancaire qui avait secoué la nation l'année précédente. Dans les comtés entourant Richmond, les grandes propriétés changeaient de main à une vitesse inquiétante. Des familles établies depuis l'époque coloniale voyaient leurs domaines saisis, leurs esclaves vendus aux enchères, leurs meubles dispersés aux 4 vents. L'aristocratie sudiste, qui se croyait éternelle comme les chênes centenaires bordant ses allées, découvrait la fragilité de sa position dans un monde où l'argent comptait plus que le nom. Le comté de Chesterfield, à quelques lieues au sud de la capitale, abritait encore quelques-uns de ces domaines qui avaient connu la gloire d'avant la Révolution. Leurs maisons de briques rouges, construites dans le style géorgien avec leurs colonnes blanches et leurs vérandas profondes, se dressaient au milieu de champs de tabac de plus en plus négligés. Les routes de terre battue qui les reliaient entre elles serpentaient à travers des forêts de pins et de chênes, traversaient des ruisseaux aux noms indiens que plus personne ne prononçait correctement. C'était une région où tout le monde connaissait tout le monde, où les liens familiaux s'entrelaçaient depuis des générations, où les mariages avaient été arrangés dans les salons lambrissés bien avant que les enfants concernés ne sachent marcher. Une région où les secrets se transmettaient comme les argenteries et les portraits de famille, où certaines vérités étaient enterrées aussi profondément que les ancêtres dans les cimetières privés cachés derrière les bosquets. Le domaine Fairfax s'étendait sur près de 800 acres le long de la rivière Appomattox. On l'appelait Belmont Park, bien que personne ne se souvînt exactement de l'origine de ce nom. La maison principale, construite en 1768, avait été l'une des plus belles de la région. 3 étages de briques importées d'Angleterre, 12 cheminées, des planchers en noyer noir, des plafonds ornés de moulures en plâtre représentant des scènes mythologiques. Derrière la maison, une allée de magnolias menait au quartier des esclaves, une rangée de cabanes en bois qui abritait une trentaine d'âmes. Mais en 1835, Belmont Park n'était plus que l'ombre de sa splendeur passée. Les volets pendaient de travers, la peinture s'écaillait, plusieurs vitres étaient brisées et remplacées par des planches. Les champs de tabac montraient des zones entières envahies par les mauvaises herbes. Dans les écuries, il ne restait que 3 chevaux là où il y en avait eu 20. Le nombre d'esclaves avait été réduit à une douzaine, les autres ayant été vendus les uns après les autres pour payer les dettes. Augustus Fairfax, le maître de Belmont Park, avait 42 ans mais en paraissait 60. Grand, maigre, le teint grisâtre, il passait ses journées enfermé dans son bureau, entouré de registres et de documents jaunis. Il buvait du whisky dès le matin et ne sortait presque jamais, même pour superviser le travail dans les champs. Sa femme, Constance, née Pemberton, d'une famille de Baltimore, avait quitté le domaine 3 ans plus tôt avec leurs 2 enfants pour retourner vivre chez ses parents. Elle envoyait des lettres glaciales réclamant une pension qu'Augustus n'avait plus les moyens de payer. Les domestiques qui restaient parlaient à voix basse de leur maître. Il racontait qu'il se réveillait la nuit en hurlant, qu'on l'entendait parler seul dans son bureau, qu'il avait fait condamner toute une aile de la maison sans explication. Le vieux Josiah, qui servait les Fairfax depuis l'époque du père d'Augustus, murmurait que le maître était hanté par quelque chose qu'il avait découvert dans les papiers de famille. Quelque chose qui le rongeait de l'intérieur comme un cancer. Le capitaine Samuel Grayson connaissait Augustus Fairfax depuis l'enfance. Ils avaient grandi ensemble, fréquenté les mêmes écoles, chassé le cerf dans les mêmes forêts.
Grayson avait fait carrière dans l'armée, servant avec distinction pendant la guerre de 1812, avant de revenir en Virginie avec le grade de capitaine et une blessure au genou qui le faisait boiter par temps humides. Il avait acheté une petite propriété de 100 acres dans le comté voisin, qu'il gérait avec une douzaine d'esclaves et une efficacité toute militaire. À 50 ans, Grayson était un homme aux traits durs, au regard perçant, aux cheveux gris coupés courts. Il portait toujours ses vêtements avec une netteté impeccable, même lorsqu'il inspectait ses champs. On le respectait dans le comté, on appréciait son sens de l'honneur, sa parole donnée qui valait tous les contrats. Mais on le trouvait aussi froid, calculateur, impitoyable en affaires. Il avait prêté de l'argent à plusieurs propriétaires en difficulté et récupéré leurs terres quand ils n'avaient pu rembourser. Grayson avait prêté à Augustus $3000 2 ans plus tôt, une somme considérable à l'époque. Les intérêts couraient et Augustus n'avait jamais pu payer même une partie de la dette. Grayson venait régulièrement à Belmont Park pour discuter du remboursement, mais ses visites se terminaient toujours par des promesses vagues et des verres de whisky partagés dans le bureau d'Augustus. Ce fut lors d'une de ces visites, en janvier 1835, que Grayson remarqua un changement chez son ami. Augustus semblait au bord de la folie. Ses mains tremblaient constamment, ses yeux étaient injectés de sang, il sursautait au moindre bruit. Le bureau était dans un désordre total, avec des papiers éparpillés partout, certains à moitié brûlés dans la cheminée. Augustus avait saisi le bras de Grayson avec une force désespérée. Il voulait lui montrer quelque chose, disait-il, quelque chose d'important. Mais au dernier moment, il s'était ravisé, avait marmonné des excuses incohérentes et avait demandé à Grayson de partir. Le capitaine était reparti troublé, avec l'impression d'avoir frôlé la révélation d'un secret terrible. 3 semaines plus tard, le 12 février 1835, Augustus Fairfax était retrouvé mort dans son bureau. Il s'était tiré une balle dans la tête avec un vieux pistolet de duel qui appartenait à son grand-père. Le médecin du comté, le docteur Elias Cunningham, conclut au suicide sans hésitation. Les dettes, la solitude, l'alcool, tout menait à cette fin tragique. La famille Pemberton fit venir Constance et les enfants pour les funérailles, mais insista pour que la liquidation du domaine se fasse rapidement. Il fallait payer les créanciers, et Grayson était en tête de liste. En mars, une vente aux enchères fut organisée pour disperser les biens de Belmont Park. Le domaine lui-même devait être vendu, mais il n'y avait pas d'acheteur. Personne ne voulait d'une propriété aussi endettée, d'une maison qui avait abrité un suicide. C'est lors de cette vente aux enchères, le 23 mars 1835, que Samuel Grayson acheta Patience. La vente se déroulait dans la cour de Belmont Park, sous un ciel gris et bas qui menaçait de pluie. Des dizaines de personnes étaient venues des comtés environnants, attirées par l'opportunité d'acquérir à bas prix les vestiges d'une grande famille déchue. On vendait les meubles, l'argenterie, les tableaux, les chevaux, les outils agricoles et les esclaves. Les 12 esclaves restants furent représentés un par un sur une estrade de bois improvisée. Des hommes jeunes et forts partirent pour des sommes respectables, entre 800 et $1200 chacun. Les femmes en âge de travailler au champ atteignirent des prix similaires. Un forgeron compétent fut vendu pour $1500 à un planteur du comté voisin. Puis vint le tour de Patience. Lorsqu'on la fit monter sur l'estrade, un murmure parcourut la foule. Certains rirent, d'autres détournèrent le regard avec dégoût. Patience était une femme noire d'environ 60 ans, mais son apparence la faisait paraître bien plus âgée. Elle pesait au moins 300 livres, son corps massif débordait des vêtements informes qu'on lui avait mis. Son visage était bouffi, presque sans traits distincts, ses yeux mi-clos semblaient ne rien voir. Elle ne réagissait pas quand on lui parlait, ne bougeait que lorsqu'on la poussait. Le commissaire-priseur, un homme nommé Horace Tillman venu de Richmond, tenta de présenter Patience avec professionnalisme, mais sa voix trahissait son embarras. Il expliqua qu'elle avait appartenu au Fairfax depuis sa naissance, qu'elle avait travaillé aux cuisines pendant des années. Il ne mentionna pas qu'elle n'avait pas été vue hors de la maison depuis au moins 15 ans, qu'elle était gardée dans une pièce de l'aile condamnée,
que les autres esclaves parlaient d'elle avec une peur superstitieuse. Personne ne fit d'offre. Tillman baissa le prix de départ. $500, puis 300, puis 100. Toujours rien. Qui voudrait acheter une femme aussi âgée, aussi lourde, manifestement incapable de tout travail utile, probablement folle ou idiote? C'est alors que la voix de Samuel Grayson s'éleva. 1500. Le silence se fit dans la cour. Les gens se retournèrent vers le capitaine qui se tenait au fond, appuyé contre un chêne, son visage impassible. Tillman crut avoir mal entendu et demanda confirmation. Grayson répéta son offre d'une voix claire. 1500 pour patience. Tillman marqua une pause, attendant une surenchère qui ne vint jamais, puis abattit son marteau. Vendu. Les murmures reprirent, plus fort cette fois. Pourquoi un homme aussi calculateur que Grayson achetait-il une esclave totalement inutile? Certains suggérèrent qu'il le faisait par pitié, par respect pour la mémoire de son ami Augustus. D'autres, plus cyniques, pensèrent qu'il avait un plan, une utilité qu'eux ne voyaient pas. Mais personne ne comprenait vraiment. Grayson s'approcha de l'estrade, paya les 1500 en pièces d'argent et demanda qu'on fasse descendre Patience. Il la regarda longuement, comme s'il évaluait une acquisition précieuse, puis ordonna à 2 de ses hommes de la faire monter dans son chariot. Patience se laissa faire sans résistance, comme un objet qu'on déplace. Avant de partir, Grayson s'approcha de Tillman et lui demanda à voix basse s'il pouvait consulter les registres concernant Patience. Tillman, surpris mais ne voyant pas de raison de refuser, le conduisit dans le bureau d'Augustus. Les registres d'esclaves étaient dans un tiroir, des cahiers épais où chaque acquisition, naissance, décès et vente était consignée avec soin. Grayson feuilleta les pages jusqu'à trouver l'entrée concernant Patience. Elle était née en 1775, achetée enfant en 1782 par Thomas Fairfax, le grand-père d'Augustus, lors d'une vente à Richmond. Rien de plus. Pas de mention de ses parents, pas d'indication de provenance précise, une histoire banale d'esclave ordinaire. Mais Grayson remarqua quelque chose d'étrange. L'encre de cette entrée était différente du reste de la page, légèrement plus pâle, le style d'écriture subtilement différent. Et dans la marge, presque invisible, quelqu'un avait gratté le papier, comme pour effacer quelque chose. Il passa son doigt sur la zone grattée, sentit les irrégularités du papier abîmé. Tillman observait Grayson avec curiosité. Le capitaine referma le registre, le remercia poliment et quitta Belmont Park avec Patience dans son chariot. En traversant l'allée de Magnolia qui menait à la route, il jeta un dernier regard à la grande maison vide. Les volets claquaient dans le vent qui se levait. Dans quelques mois, la végétation commencerait à envahir les murs. Dans quelques années, Belmont Park ne serait plus qu'une ruine, un souvenir, un sujet de conversation pour les vieilles dames du comté. Mais pour Samuel Grayson, Belmont Park et ses secrets n'en avaient pas fini de jouer un rôle dans sa vie. Pour comprendre ce qui allait se jouer dans les mois suivants, il faut remonter à 1789, 46 ans plus tôt, dans cette même maison de Belmont Park, qui était alors à l'apogée de sa splendeur. Eleanor Fairfax, née Carlyle, était l'une des femmes les plus respectées de Virginie. Épouse de Thomas Fairfax, l'un des hommes les plus riches du comté, elle présidait les réceptions, organisait les bals, correspondait avec des familles de toute la côte Est. Elle avait donné à Thomas 3 fils et 2 filles, tous en bonne santé, tous destinés à de beaux mariages et à perpétuer la lignée. À 45 ans, Eleanor incarnait tout ce que la société virginienne admirait chez une femme de la haute société. Mais derrière la façade impeccable, Eleanor portait un secret qui la dévorait depuis des années. En 1768, l'année de la construction de Belmont Park, Eleanor avait 24 ans et était enceinte de son premier enfant. Thomas était souvent absent, occupé à superviser la construction de leur nouvelle demeure et à gérer ses affaires commerciales. Eleanor se retrouvait seule dans l'ancienne maison des Fairfax, une propriété plus modeste située à quelques miles de là. C'est durant cette période de solitude qu'Eleanor développa une relation complexe avec un esclave de la plantation nommé Daniel.
Daniel avait été éduqué par son précédent maître, un pasteur Quaker qui avait des idées progressistes sur l'esclavage. Il savait lire et écrire, parlait avec éloquence, possédait une intelligence remarquable. Thomas Fairfax l'utilisait comme gestionnaire de facto de la plantation, lui confiant des responsabilités qu'aucun esclave n'aurait dû avoir. La relation entre Eleanor et Daniel commença par des conversations. Daniel venait faire son rapport quotidien, et Eleanor, seule et ennuyée, se mit à lui poser des questions, à discuter avec lui. Ils parlaient de tout, des livres qu'ils avaient lus, de philosophie, de religion. Eleanor découvrait en Daniel un esprit qu'elle n'avait jamais trouvé chez son mari ou les hommes de sa classe. La suite était inévitable et scandaleuse. Une liaison se développa, discrète, impossible, condamnée par tout ce que leur société tenait pour sacré. Eleanor savait qu'elle jouait avec le feu, que la découverte signifierait la ruine totale, peut-être même la mort pour Daniel, mais elle ne pouvait s'arrêter. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait vivante, désirée non pour son nom ou sa dot, mais pour elle-même. Lorsqu'elle découvrit qu'elle était enceinte pour la deuxième fois, Eleanor ne sut pas avec certitude qui était le père. Les dates coïncidaient aussi bien avec Thomas qu'avec Daniel. Elle pria pour que l'enfant ressemble à Thomas, qu'il ait la peau claire des Fairfax. Mais quand la petite fille naquit en 1769, Eleanor comprit immédiatement la vérité. Le bébé avait la peau trop sombre pour être l'enfant de Thomas. Pas aussi noire que celle de Daniel, mais d'une teinte ambiguë, café au lait, qui trahissait un mélange de sang. La sage-femme qui assista à l'accouchement, une esclave âgée nommée Ruth, vit le bébé et comprit tout de suite. Elle regarda Eleanor avec un mélange de pitié et d'horreur. Il fallut agir vite. Thomas était à Richmond pour affaires et ne rentrerait que dans 2 jours. Eleanor, avec l'aide de Ruth, élabora un plan désespéré. L'enfant métis fut donné à Ruth pour être élevé parmi les esclaves. On raconta que Ruth avait accouché de sa propre fille le même jour. Personne ne questionna cette coïncidence. Les naissances d'esclaves étaient rarement consignées avec précision. Quant à Eleanor, on annonça qu'elle avait fait une fausse couche, que l'enfant était mort-né. Thomas, déçu mais pas dévasté, accepta cette perte comme une tragédie courante. Les morts infantiles étaient fréquentes à l'époque. On enterra symboliquement un cercueil vide dans le cimetière familial et la vie continua. Mais pour Eleanor, rien ne fut plus jamais pareil. Elle voyait sa fille grandir parmi les esclaves, portant le nom de Patience, jouant dans la poussière avec les autres enfants noirs. Daniel, qui savait la vérité, fut vendu à un planteur de Caroline du Sud 6 mois après la naissance, envoyé loin pour que le secret reste enterré. Eleanor ne le revit jamais. Les années passèrent. Eleanor donna à Thomas d'autres enfants, tous clairement de son sang. Elle devint la matrone respectée que tous admiraient. Mais chaque jour, elle voyait Patience, qui grandissait en beauté malgré sa condition, qui ressemblait de manière troublante à la jeune Eleanor. Certains esclaves plus âgés commencèrent à murmurer, à remarquer la ressemblance. Ruth, jusqu'à sa mort en 1785, garda le secret, mais d'autres savaient ou suspectaient. En 1789, Eleanor savait qu'elle était mourante. Une maladie des poumons la consumait lentement. Elle avait 65 ans et sentait le poids de son secret devenir insupportable. Elle ne pouvait pas mourir en laissant Patience dans l'esclavage, en sachant que sa propre fille, une Fairfax par le sang, travaillerait et mourrait comme une propriété. Elle convoqua son avocat, Jeremiah Ashton, un homme de Richmond en qui elle avait confiance. Dans le secret absolu, elle lui dicta un codice à son testament. Dans ce document, Eleanor reconnaissait Patience comme sa fille, née de son corps, et lui léguait une part significative de sa fortune personnelle ainsi qu'une parcelle du domaine Fairfax. Elle y incluait également des preuves, une lettre explicite détaillant les circonstances de la naissance de Patience, et un médaillon qu'elle avait porté pendant sa grossesse, qu'elle demandait à être donné à Patience comme preuve de son identité. Ashton tenta de dissuader Eleanor. Un tel document causerait un scandale monstrueux, déchirerait la famille, pourrait même être contesté en justice.
Les lois de Virginie sur la filiation étaient complexes, et reconnaître un enfant né de l'esclavage ouvrait une boîte de Pandore juridique. Mais Éléanore insista. C'était sa fille. Elle avait le droit de savoir, le droit d'hériter. Le codicille fut rédigé, signé devant témoins et scellé. Ashton promit de ne l'ouvrir qu'après la mort d'Éléanore et de Thomas pour éviter le choc à son mari. Le document fut placé dans un coffret de métal, lui-même caché dans la chapelle privée des Fairfax, une petite construction de pierre située au fond du domaine, près du cimetière familial. Éléanore mourut en novembre 1789, emportant son secret avec elle. Ashton respecta sa promesse et ne dit rien. Thomas Fairfax mourut en 1807, sans avoir jamais su la vérité. Le codicille resta caché dans la chapelle, oublié pendant des décennies. Mais le secret, comme tous les secrets, ne resta pas complètement enterré. Patience grandit à Belmont Park sans jamais connaître la vérité sur sa naissance. On lui dit qu'elle était la fille de Ruth, née esclave, destinée à mourir esclave. Elle travaillait aux cuisines, aidait à la lessive, s'occupait des enfants blancs de la maison. Elle était connue pour sa douceur, son intelligence, sa capacité à apprendre rapidement. Certains membres de la famille Fairfax la traitaient avec une gentillesse inhabituelle, sans comprendre pourquoi ils ressentaient une affection particulière pour cette esclave. En 1828, Patience avait 53 ans. Elle avait vu plusieurs générations de Fairfax naître et mourir. Elle avait servi le fils d'Éléanore, puis son petit-fils Augustus. Elle était devenue une figure familière de Belmont Park, une présence discrète mais constante. C'est cette année-là qu'Augustus, alors âgé de 35 ans, décida de faire des recherches sur l'histoire de sa famille. Il venait d'hériter du domaine après la mort de son père et voulait mieux comprendre ses racines. Il passa des semaines dans les archives familiales, lisant de vieux journaux, des lettres, des documents légaux. Un jour d'été étouffant, Augustus explora la chapelle familiale qu'il n'avait pas visitée depuis son enfance. La chapelle était dans un état de semi-abandon. Construite en 1770 par son arrière-grand-père, elle n'avait servi que pour quelques mariages et funérailles avant d'être délaissée. L'intérieur sentait le moisi et la poussière. Les bancs de bois étaient rongés par les termites. L'autel de pierre était couvert de feuilles mortes, entré par une fenêtre brisée. Derrière l'autel, Augustus remarqua une pierre légèrement descellée dans le mur. Par curiosité, il la poussa. Elle bougea facilement, révélant une petite cavité. À l'intérieur, un coffret de métal vert de gris. Augustus ramena le coffret à la maison et l'ouvrit. Il contenait un document scellé portant le nom de Jeremiah Ashton, décédé depuis longtemps, et la date de 1789. Augustus brisa le sceau et commença à lire. Ce qu'il découvrit le glaça d'horreur. Le codicille de sa grand-mère Éléonore détaillait tout. La liaison avec Daniel, la naissance de Patience, la reconnaissance de sa filiation, l'intention de lui léguer une partie de la fortune et du domaine. La lettre d'Éléanore était déchirante dans sa sincérité, expliquant son amour pour Patience, sa culpabilité de l'avoir abandonnée, son désir de réparer cette injustice avant sa mort. Augustus relut le document plusieurs fois, incapable de croire ce qu'il avait sous les yeux. Patience, la grosse femme qui travaillait à ses cuisines depuis toujours, était sa grande tante. Elle avait du sang Fairfax. Selon les termes du testament, elle aurait dû hériter d'une part de la fortune familiale. Mais ce n'était pas tout. Augustus, qui connaissait le droit, comprit immédiatement les implications légales. Si ce document était authentique et reconnu par un tribunal, Patience pourrait potentiellement revendiquer bien plus que ce qu'Éléanore lui avait légué. Les lois sur l'héritage étaient complexes et la présence d'un héritier non reconnu pouvait remettre en question toute la chaîne de succession depuis la mort d'Éléanore. Dans le pire des cas, Patience pourrait réclamer une part significative de Belmont Park lui-même. Et comme elle était techniquement la fille aînée d'Éléanore, née avant les autres enfants légitimes, certains avocats astucieux pourraient même argumenter qu'elle avait la priorité sur toute la succession.
Augustus passa la nuit dans son bureau, tournant et retournant le problème dans sa tête. Il ne pouvait pas simplement ignorer le document. Sa conscience, formée par une éducation religieuse stricte, lui disait que Patience avait le droit de savoir, le droit de réclamer ce qui lui revenait. Mais en même temps, reconnaître cette vérité signifierait détruire sa famille, son nom, tout ce pour quoi les Fairfax avaient travaillé pendant des générations. Le scandale serait monstrueux. On apprendrait qu'Eleanor Fairfax, l'icône de vertu, avait eu une liaison avec un esclave, que le sang noir coulait dans les veines des Fairfax, que toute la respectabilité de la famille n'était qu'une façade. Les portes de la bonne société se fermeraient. Ses propres enfants seraient marqués par cette révélation. Et puis il y avait l'aspect financier. Augustus était déjà endetté. Belmont Park était en difficulté. Si une partie du domaine devait être cédée à Patience, ou si des créanciers apprenaient que la propriété de Belmont Park était juridiquement contestable, toute la structure financière s'effondrerait. Augustus prit une décision. Il allait faire disparaître le document, le brûler, l'enterrer, faire comme s'il ne l'avait jamais trouvé. Patience continuerait sa vie comme esclave, ignorante de sa véritable identité, et l'honneur des Fairfax serait préservé. Mais une fois cette décision prise, Augustus ne trouva pas la paix. Le poids du secret commença à l'écraser. Il voyait Patience chaque jour, cette femme vieillissante qui travaillait pour lui sans savoir qu'elle était de son sang, qu'elle aurait dû être libre, riche, respectée. Sa culpabilité grandissait, se mêlait à l'alcool qu'il buvait de plus en plus pour oublier. L'histoire que vous êtes en train de découvrir est basée sur des recherches approfondies dans les archives judiciaires et les documents de succession de Virginie. Si ce récit vous donne des frissons, appuyez sur le bouton « J'aime » et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'Augustus a fait ensuite. Votre interaction nous aide à continuer ce travail de mémoire historique. En 1829, un an après avoir découvert le codicille, Augustus prit une décision qui allait sceller le destin de Patience et le sien propre. Il ne pouvait pas la tuer, sa conscience ne le permettait pas. Mais il pouvait la faire disparaître d'une autre manière, la transformer en quelque chose de méconnaissable, détruire toute possibilité qu'elle puisse un jour réclamer son héritage. Augustus fit construire une pièce spéciale dans l'aile est de Belmont Park. Une chambre sans fenêtre, accessible seulement par un couloir étroit qu'il fit équiper d'une porte verrouillable. Il annonça aux autres esclaves et au peu de personnel qu'il employait encore que Patience souffrait d'une maladie contagieuse et devait être isolée. Personne ne questionna cette décision. Les maladies étaient courantes, l'isolement était une pratique acceptée. Patience fut conduite dans cette pièce. On lui dit qu'elle devait y rester jusqu'à sa guérison. Elle obéit, confiante dans les décisions de son maître. Mais les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois, et Patience ne fut jamais autorisée à sortir. Augustus mit en place un régime calculé pour détruire l'identité de Patience, tout en la gardant en vie. Il lui fit apporter 3 fois par jour des quantités énormes de nourriture, bien plus qu'une personne normale ne pourrait manger. Mais il donna des ordres stricts, elle devait tout consommer, sous peine de punition. Au début, Patience refusa, ne comprenant pas ce qu'on voulait d'elle. On la priva alors d'eau pendant 2 jours. Elle céda. Le corps de Patience commença à changer de manière grotesque. En 6 mois, elle avait pris 50 livres. En 1 an, 100. Elle perdait toute mobilité. Ne pouvait plus se tenir debout sans aide. Ses jambes gonflaient. Son visage se déformait. Augustus avait prévu même ce détail monstrueux. Il faisait venir un médecin complice tous les 3 mois pour s'assurer qu'elle ne mourrait pas, qu'elle restait juste assez en santé pour survivre dans cet état. Mais la transformation n'était pas seulement physique. L'isolement total, l'absence de lumière naturelle, le régime forcé, tout cela détruisait l'esprit de Patience. Elle, qui avait été vive et intelligente, commença à se replier sur elle-même. Elle parlait de moins en moins. Quand Augustus venait la voir, ce qu'il faisait 1 fois par mois, avec un mélange de culpabilité et de nécessité de vérifier l'avancement de son plan,
Patience ne réagissait presque plus. Elle le regardait avec des yeux vides, comme si elle ne le reconnaissait pas. Au fil des ans, Augustus perfectionna son système. Il falsifiait les registres d'esclaves, modifiant progressivement l'histoire de Patience. Il gratta et réécrivit des entrées, faisant disparaître toute trace de sa naissance en 1775 à Belmont Park. Il créa une nouvelle histoire selon laquelle Patience avait été achetée en 1782 comme enfant orpheline lors d'une vente à Richmond, sans antécédent connu. Il détruisit tout ce qui aurait pu relier Patience à Éléanore. Les autres esclaves de Belmont Park savaient que quelque chose de terrible se passait dans l'aile est, mais personne n'osait poser de questions. De temps en temps, ils entendaient des gémissements, des pleurs étouffés. Le vieil esclave Josiah, qui avait connu Ruth et se souvenait vaguement de murmures sur la naissance de Patience, gardait le silence. Il avait trop peur d'Augustus, de ce que son maître était devenu. En 1832, après 4 ans d'isolement, Patience pesait près de 280 livres. Elle ne parlait plus du tout. Quand on entrait dans sa chambre, elle restait assise sur le matelas renforcé qu'Augustus avait fait installer, fixant le mur. Ses cheveux, qu'elle avait eus épais et brillants, étaient devenus gris et clairsemés. Sa peau montrait les signes de la malnutrition paradoxale, nourrie en quantité, mais privée des bons aliments. Elle avait développé des ulcères, des infections récurrentes, des douleurs constantes. Augustus avait réussi. La femme qui aurait pu être une héritière Fairfax, qui aurait pu réclamer Belmont Park, n'était plus qu'une masse de chair brisée, sans voix, sans volonté, sans identité. Personne ne croirait jamais qu'elle avait été autre chose qu'une esclave simple d'esprit. Le secret était en sécurité. Mais le prix qu'Augustus paya pour cette sécurité fut terrible. La culpabilité le dévorait vivant. Il commença à voir le visage de Patience dans ses cauchemars. Il entendait sa voix, celle d'avant, douce et intelligente, qui lui demandait pourquoi. Il buvait pour oublier, mais l'alcool ne faisait qu'amplifier ses tourments. Sa santé se détériora. Ses dettes s'accumulèrent. Sa femme et ses enfants le quittèrent, incapables de supporter son comportement de plus en plus erratique. En 1834, la crise bancaire acheva de ruiner Augustus. Il ne pouvait plus payer ses créanciers, ne pouvait plus maintenir le domaine. Belmont Park s'effondrait autour de lui. Et dans sa détresse, Augustus commit une erreur fatale. Il parla à Samuel Grayson. C'était en décembre 1834, lors d'une de ses visites où Grayson venait réclamer le remboursement de sa dette. Augustus était particulièrement ivre ce soir-là. Ils étaient assis dans le bureau, le feu mourant dans la cheminée, la nuit noire derrière les fenêtres. Augustus pleurait, chose que Grayson ne l'avait jamais vu faire. Augustus parla de sa grand-mère Éléanore, de son secret, du codicille caché dans la chapelle, de Patience enfermée dans l'aile est. Il ne donna pas tous les détails, sa langue trop épaisse et son esprit trop confus pour une narration cohérente. Mais il en dit assez. Assez pour que Grayson, avec son esprit militaire habitué à analyser rapidement les informations tactiques, comprenne l'essentiel. Il y avait un document caché qui faisait de Patience une héritière potentielle. Augustus l'avait trouvé et détruit Patience pour protéger le secret. Mais le document existait peut-être encore. Grayson ne dit rien cette nuit-là. Il laissa Augustus pleurer et divaguer, puis l'aida à monter se coucher. Mais son esprit travaillait déjà, calculait déjà. Il connaissait la situation financière d'Augustus, savait que Belmont Park serait bientôt saisi et vendu. Si le codicille existait vraiment, si Patience pouvait être prouvée comme une héritière Fairfax, alors elle aurait des droits sur le domaine. Et celui qui contrôlerait Patience contrôlerait ses droits. Le lendemain, Grayson retourna chez lui et commença ses propres recherches. Il se rendit aux archives du comté, consulta les anciens registres de propriété, les testaments, les actes de succession. Il parla discrètement avec de vieux avocats, posant des questions hypothétiques sur les lois d'héritage, sur les cas d'héritiers non reconnus, sur les droits des enfants nés de l'esclavage. Ce qu'il découvrit le fascina. Les lois étaient complexes et contradictoires. En théorie,
Un enfant né d'une mère esclave était esclave, indépendamment du statut du père. Mais si la mère était libre au moment de la conception, ou si un document légal reconnaissait l'enfant comme héritier légitime avant que le statut d'esclave ne soit établi, alors des arguments pouvaient être faits. Plus important encore, Grayson apprit qu'il y avait eu des cas, rares mais existants, où des métis avaient hérité de fortunes blanches en Virginie. Ces cas avaient été scandaleusement controversés, avaient traîné dans les tribunaux pendant des années, mais certains avaient abouti. La clé était la documentation et la capacité à naviguer dans le système légal avec des avocats compétents. Grayson passa les semaines suivantes à élaborer un plan. Il était endetté lui-même, sa petite propriété ne produisait pas assez de revenus. Mais s'il pouvait mettre la main sur Belmont Park, avec ses 800 acres de terre fertile, il pourrait non seulement effacer ses dettes, mais devenir l'un des hommes les plus riches du comté. Le plan était audacieux mais réalisable. Première étape, acheter patience lors de la vente aux enchères inévitable après la mort ou la ruine d'Augustus. Deuxième étape, retrouver le codicille dans la chapelle. Troisième étape, présenter le document devant un tribunal, argumentant que Patience était une héritière légitime et que donc tous les transferts de propriété de Belmont Park depuis la mort d'Eleanor étaient juridiquement contestables. Quatrième étape, obtenir la tutelle légale de Patience en tant que son propriétaire et gérer sa fortune en son nom, c'est-à-dire pour son propre bénéfice. C'était cynique, calculateur, moralement répugnant. Mais c'était aussi parfaitement légal, du moins dans la zone grise de la loi virginienne. Grayson, qui s'était toujours considéré comme un homme d'honneur, rationalisa son plan. Il ne volait personne, argumentait-il avec lui-même. Il révélait simplement une vérité cachée. Que cette vérité serve aussi ses intérêts était une heureuse coïncidence. En février 1835, quand Augustus se tira une balle dans la tête, Grayson était prêt. Il assista aux funérailles avec une expression appropriée de tristesse, présenta ses condoléances à la famille et attendit patiemment l'annonce de la vente aux enchères. Lorsque vint le jour de la vente, le 23 mars, Grayson se plaça stratégiquement au fond de la foule. Il observa chaque article vendu, nota qui achetait quoi, calcula mentalement combien resterait à la fin. Quand Patience fut amenée sur l'estrade, Grayson ressentit un mélange de pitié et de satisfaction. Elle était exactement comme Augustus l'avait décrite dans ses divagations alcoolisées, une masse humaine brisée, apparemment idiote, totalement dépendante. Parfaite pour ses plans. L'achat de Patience pour 1500 fut la partie la plus facile. Personne d'autre ne la voulait. La consultation des registres falsifiés par Augustus confirma que la piste documentaire avait été brouillée. Mais Grayson savait que le véritable document, le codicille original, était ailleurs, dans la chapelle. 3 jours après la vente aux enchères, dans la nuit du 26 mars 1835, Samuel Grayson retourna à Belmont Park. La maison était vide maintenant, abandonnée en attendant un acheteur qui ne viendrait probablement jamais. La lune à son premier quartier donnait juste assez de lumière pour naviguer entre les arbres sans lanterne. Grayson avait laissé Patience dans sa propriété, confinée dans une cabane d'esclaves sous la surveillance de sa gouvernante, une femme noire libre nommée Dina. Il avait donné des instructions strictes pour que Patience soit bien traitée, nourrie décemment, mais pas excessivement, et laissée tranquille. Il voulait qu'elle reprenne des forces, qu'elle retrouve peut-être une partie de ses facultés mentales. Il aurait besoin qu'elle soit présentable si son plan devait aboutir. La chapelle des Fairfax se dressait à un demi-mile de la maison principale, cachée par un bosquet de chênes et de magnolias. C'était une petite structure de pierre grise, de style gothique simplifié, avec un toit en ardoise partiellement effondré et des vitraux brisés. Des ronces avaient envahi l'entrée. Grayson dut couper un passage avec son couteau de chasse. L'intérieur sentait l'humidité et la décomposition. Le clair de lune filtrait à travers les trous du toit, créant des motifs fantomatiques sur le sol de pierre. Des feuilles mortes s'étaient accumulées en tas dans les coins. Un rat détala en entendant les pas de Grayson.
Il se dirigea vers l'autel, une simple table de pierre gravée avec une croix. Derrière, le mur montrait des signes d'infiltration d'eau, le mortier s'effritant entre les pierres. Grayson commença à examiner chaque pierre, les poussant, cherchant celle qui bougerait. Il lui fallut presque 1 heure, ses mains écorchées par le mortier rugueux, ses genoux douloureux d'être agenouillés sur la pierre froide, avant de trouver la bonne. Une pierre à mi-hauteur, légèrement à gauche de l'axe central de l'autel, se déplaça quand il appuya fort. Il la tira complètement, révélant la cavité derrière. Le coffret était là, exactement comme Augustus l'avait décrit. Vert de gris, petit, de la taille d'une boîte à cigares. Grayson le sortit avec précaution, le tenant comme s'il était rempli d'or, ce qui, en un sens, était le cas. Il l'ouvrit sur place, ne pouvant attendre. À l'intérieur, protégé par une toile cirée, plusieurs documents. Le codicille au testament d'Eleanor, écrit de la main de Jeremiah Ashton, signé et scellé selon toutes les formes légales. La lettre personnelle d'Eleanor à Patience, expliquant tout, demandant pardon, exprimant son amour maternel. Et un médaillon en or, gravé avec les initiales EC, Eleanor Carlyle, contenant 2 miniatures peintes, l'une d'Eleanor jeune, l'autre d'un homme noir qui devait être Daniel. Grayson lut les documents à la lumière de la lune, son cœur battant plus vite à chaque ligne. C'était même mieux qu'il ne l'espérait. Le codicille était explicite, détaillé, juridiquement solide. Eleanor avait tout prévu, avait anticipé les contestations possibles. Elle citait des précédents légaux, des cas similaires jugés en Virginie et en Caroline du Sud. Elle avait fait rédiger le document par l'un des meilleurs avocats de Richmond. Si ce document était présenté devant un tribunal, si un juge acceptait de l'entendre, Patience aurait des droits indiscutables sur une partie de la succession Fairfax. Et comme la succession n'avait jamais été réglée conformément au codicille, toutes les transactions ultérieures, y compris la transmission du domaine à travers les générations, pourraient être remises en question. Belmont Park pourrait devenir légalement la propriété de Patience, et Grayson, en tant que propriétaire de Patience, en serait le gestionnaire de facto. Il referma le coffret, le glissa sous sa veste et quitta la chapelle. En marchant vers son cheval attaché près de la route, il élaborait déjà les prochaines étapes. Il faudrait consulter des avocats, plusieurs, pour s'assurer de la stratégie légale optimale. Il faudrait préparer Patience, la rendre présentable, peut-être même la faire témoigner si nécessaire. Il faudrait agir vite avant que Belmont Park ne soit vendu à quelqu'un d'autre. Mais alors que Grayson chevauchait dans la nuit vers sa propriété, il ne savait pas qu'il n'était pas le seul à avoir entendu les divagations d'Augustus. Edward Pemberton, le frère de Constance, l'épouse séparée d'Augustus, était arrivé de Baltimore la veille des funérailles. Il était venu pour protéger les intérêts de sa sœur et de ses neveux, pour s'assurer que les créanciers ne prendraient pas tout. Pemberton était avocat, spécialisé dans les successions et les litiges de propriété. Il avait 38 ans, une réputation d'homme impitoyable en affaires et l'intention de récupérer quelque chose de l'héritage des Fairfax pour sa famille. Pemberton avait découvert, en fouillant le bureau d'Augustus après sa mort, un journal personnel caché dans un double fond d'un tiroir. Ce journal, tenu de manière sporadique et souvent illisible à cause de l'alcool, racontait en fragments l'histoire de Patience, du codicille, de la chapelle. Augustus y avait consigné sa culpabilité, ses cauchemars, sa descente dans la folie. Pemberton avait lu ces pages avec une fascination horrifiée. Son beau-frère avait été un monstre, cela ne faisait aucun doute. Mais plus important pour Pemberton, cette histoire représentait une menace directe pour l'héritage de ses neveux. Si le codicille existait vraiment, si Patience avait des droits légitimes, alors les enfants de Constance pourraient tout perdre. Il fallait détruire le codicille, il fallait éliminer toute trace de cette histoire scandaleuse. Et si possible, il fallait s'assurer que Patience elle-même ne pourrait jamais témoigner. Pemberton avait commencé ses propres recherches. Il avait interrogé discrètement les esclaves restants, particulièrement le vieil Josiah, qui semblait en savoir plus qu'il ne voulait dire. Il avait exploré Belmont Park, cherché la chapelle. Mais Josiah,
effrayé par les questions, avait fui la propriété la nuit suivant la vente aux enchères, disparaissant dans les routes du comté. Et Pemberton n'avait pas encore trouvé la chapelle quand Grayson avait agi. Mais Pemberton était malin. Il surveillait Grayson depuis la vente aux enchères. L'achat de patience pour 1500 l'avait immédiatement alerté. Personne n'achetait une esclave inutile sans raison. Grayson savait quelque chose. Pemberton avait fait suivre Grayson par un homme de confiance, un détective privé de Baltimore nommé Walsh. C'est Walsh qui avait vu Grayson retourner à Belmont Park dans la nuit du 26 mars, qu'il avait suivi jusqu'à la chapelle, qu'il avait observé de loin sortir avec le coffret sous sa veste. Walsh avait immédiatement fait son rapport à Pemberton. Le lendemain matin, le 27 mars, Pemberton se présenta à la propriété de Grayson, accompagné de Walsh et de 2 autres hommes, anciens soldats engagés comme gardes du corps. Grayson les reçut dans son salon avec une courtoisie glaciale. Il savait pourquoi ils étaient là. La confrontation était inévitable. Pemberton alla droit au but. Il savait que Grayson avait trouvé un document dans la chapelle Fairfax. Il savait que ce document concernait l'esclave Patience. Il exigeait que Grayson lui remette le document immédiatement. En échange, Pemberton était prêt à payer une somme généreuse, disons $2000, et à annuler la dette qu'Augustus devait à Grayson. Grayson écouta l'offre sans expression. Puis il sourit, un sourire froid qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Il refusa. Le document, expliqua Grayson, était la propriété légitime de Patience. Et comme il était le propriétaire légal de Patience, il en était le gardien. Il n'avait aucune intention de le vendre ou de le remettre à qui que ce soit. Et si Pemberton avait des objections, il pouvait les présenter devant un tribunal. La tension dans le salon devint palpable. Les hommes de Pemberton posèrent leurs mains sur leurs armes. Walsh, qui avait un revolver sous sa veste, se rapprocha de Grayson. Mais Grayson ne broncha pas. Il avait lui-même un pistolet dans le tiroir de son bureau, à portée de main. Et il avait des hommes, ses propres esclaves et employés, qui étaient loyaux et armés. Pemberton comprit qu'il ne gagnerait rien par la force, pas maintenant, pas ici. Il se retira, mais pas avant d'avoir lancé un avertissement. Grayson jouait un jeu dangereux. La société virginienne ne tolérerait pas qu'un homme utilise une esclave pour voler l'héritage d'une famille blanche. Les tribunaux seraient défavorables, les voisins seraient hostiles et il pourrait y avoir des accidents. Grayson comprit la menace implicite, mais il avait déjà prévu des mesures de protection. Le codicille et les autres documents furent placés dans un coffre-fort dans une banque de Richmond, avec des instructions pour qu'il soit remis à plusieurs avocats en cas de mort suspecte de Grayson ou de Patience. Il engagea des gardes supplémentaires pour surveiller sa propriété. Il fit savoir discrètement dans le comté qu'il était sous la protection de plusieurs personnes influentes. Mais la vraie bataille commençait à peine. En avril 1835, Grayson présenta une pétition devant la cour du circuit du comté de Chesterfield. La pétition, rédigée par un avocat de Richmond nommé Cornelius Whitfield, demandait la reconnaissance légale du codicille d'Eleanor Fairfax et l'établissement des droits de succession de Patience. La nouvelle se répandit comme un feu de poudre dans toute la région. Le scandale était monstrueux. On parlait dans les salons, dans les églises, dans les tavernes. Eleanor Fairfax, l'icône de vertu, avait eu une liaison avec un esclave. Une métisse avait des droits sur l'un des plus grands domaines de Virginie. Un homme blanc utilisait une esclave pour s'enrichir par le biais d'un héritage contesté. Les réactions furent violentes et divisées. Certains, particulièrement les petits propriétaires endettés qui voyaient en Grayson un modèle de réussite, le soutenaient. Ils argumentaient que la loi était la loi, que si le codicille était valide, les droits de Patience devaient être reconnus. D'autres, la majorité de l'aristocratie locale, étaient horrifiés. Ils voyaient l'affaire comme une attaque contre les fondements mêmes de leur société, une remise en question de l'ordre racial et social sur lequel reposait tout leur monde. Pemberton monta une campagne féroce contre Grayson. Il fit circuler des pamphlets dénonçant l'affaire comme une fraude, arguant que le codicille était un faux fabriqué par Grayson lui-même.
Il fit témoigner des experts qui prétendirent que l'écriture ne correspondait pas à celle de Jeremiah Ashton. Il fit pression sur le juge, Thaddeus Marshall, un homme de 65 ans qui avait lui-même des liens familiaux avec les Fairfax par mariage. Mais Grayson avait ses propres atouts. Whitfield était un excellent avocat, méthodique, persuasif. Il présenta des preuves documentaires solides, des témoignages d'experts en écriture qui confirmaient l'authenticité du codicille, des précédents légaux venant d'autres États. Il argumenta que refuser de reconnaître le codicille reviendrait à bafouer les dernières volontés d'une citoyenne respectable de Virginie, à nier le droit sacré de toute personne à disposer de sa propriété comme elle l'entendait. Et puis, il y avait Patience elle-même. Grayson, suivant les conseils de Whitfield, avait entrepris de transformer Patience. Au cours des semaines suivant son achat, il l'avait fait soigner par un médecin compétent, le docteur Samuel Henderson de Richmond, un homme progressiste qui désapprouvait l'esclavage. Henderson avait traité les ulcères de Patience, ses infections, ses douleurs. Il l'avait mise sous un régime alimentaire équilibré, avait supervisé sa perte de poids progressive. Plus importante encore, Grayson avait embauché une femme noire libre, lettrée et patiente, nommée Sarah Freeman, pour passer du temps avec Patience, pour lui parler, pour essayer de la faire sortir de sa coquille de silence. Sarah venait chaque jour, s'asseyait avec Patience, lui lisait la Bible, lui racontait des histoires, lui posait des questions douces. Et lentement, miraculeusement, Patience commença à émerger de son enfermement mental. Elle se mit à répondre à Sarah, d'abord par des hochements de tête, puis par des mots simples. Ses yeux, qui avaient été si vides, recommencèrent à montrer de l'intelligence, de la conscience. Sarah rapportait à Grayson que Patience se souvenait de choses, de son enfance à Belmont Park, des gens qu'elle avait connus, de conversations entendues. Sa mémoire était intacte, simplement enfouie sous des années de traumatisme. Grayson réalisa qu'il avait là quelque chose de bien plus puissant qu'un simple document légal. Il avait un témoin, une femme qui avait vécu à Belmont Park toute sa vie, qui pouvait raconter son histoire, qui pourrait émouvoir un tribunal. Fin avril, Whitfield demanda que Patience soit autorisée à témoigner devant le juge Marshall. C'était une demande extraordinaire. Les esclaves ne témoignaient presque jamais dans les tribunaux virginiens, et certainement jamais dans des affaires impliquant des Blancs. Mais Whitfield argumenta que puisque toute l'affaire tournait autour de l'identité et des droits de Patience, son témoignage était essentiel. Marshall, après des jours d'hésitation et sous une pression énorme des deux côtés, accepta. Une audition spéciale fut programmée pour le 15 mai 1835 dans la salle du tribunal du comté à Chesterfield. Le 15 mai donna chaud et lourd, le ciel couvert de nuages d'orage. Le tribunal était bondé. Tous les notables du comté étaient du présent, ainsi que des curieux venus de Richmond et même de plus loin. Des journalistes de plusieurs journaux virginiens étaient là pour couvrir ce qu'ils appelaient déjà le procès du siècle. Patience fut amenée dans une chaise à porteur, car elle ne pouvait toujours pas marcher loin. Elle avait perdu près de 80 livres depuis son achat par Grayson, mais restait une femme imposante. On l'avait habillée simplement mais dignement, d'une robe grise propre, ses cheveux coiffés sous un foulard blanc. Son visage, encore bouffi mais moins qu'avant, montrait une expression de peur mêlée de détermination. Le juge Marshall ouvrit l'audition en rappelant le caractère extraordinaire de la procédure. Il insista sur le fait que le témoignage d'une esclave n'établissait aucun précédent légal, que c'était une exception unique due aux circonstances exceptionnelles de l'affaire. Puis il invita Whitfield à procéder. Whitfield s'approcha de Patience avec une douceur calculée. Il commença par des questions simples. Son nom, son âge. Depuis combien de temps elle vivait à Belmont Park? Patience répondit d'une voix faible mais claire. 60 ans. Toute sa vie. Puis Whitfield devint plus précis. Se souvenait-elle de ses premières années? Patience hocha la tête. Elle raconta, avec des hésitations, comment elle avait été élevée par une femme nommée Ruth, comment elle travaillait aux cuisines, comment elle voyait la grande dame de la maison,
Madame Eleanor, qui la regardait toujours d'une manière étrange, avec des yeux tristes. Whitfield lui montra le médaillon trouvé dans le coffret. Reconnaissait-elle la femme du portrait? Patience regarda longuement, puis ses yeux se remplirent de larmes. Oui, c'était Madame Eleanor. Elle se souvenait de l'avoir vue porter ce médaillon autour du cou quand elle était petite. La salle bruissait de murmures. Marshall dut réclamer le silence. Whitfield continua. Que s'était-il passé en 1829? Pourquoi Patience avait-elle été enfermée? Patience hésita longuement. Puis, d'une voix tremblante, elle raconta. Le jeune maître Augustus était venu la voir. Il avait l'air fou, effrayé. Il lui avait dit qu'elle devait être isolée pour son bien, pour le bien de tous. Puis elle avait été conduite dans cette chambre sans fenêtre. Et elle n'en était jamais ressortie. Elle raconta la nourriture forcée, la prise de poids, l'isolement, les années qui passaient dans l'obscurité. Elle raconta comment elle avait perdu la capacité de parler, comment son esprit s'était fragmenté. Sa voix se brisait en racontant, et plusieurs personnes dans la salle pleuraient ouvertement, émues par cette histoire de souffrance. Puis Whitfield posa la question cruciale. Patience avait-elle déjà entendu parler d'Eleanor Fairfax étant sa mère? Savait-elle qu'elle avait du sang Fairfax? Patience secoua la tête. Non. Elle ne l'avait appris que récemment, quand M. Grayson et Mademoiselle Sarah lui avaient montré les documents, lui avaient lu la lettre de Madame Eleanor. Elle avait eu du mal à le croire. Mais en y réfléchissant, cela expliquait tant de choses, les regards, la gentillesse inhabituelle, les murmures des autres esclaves. Whitfield se tourna vers le juge. Il demanda que le codicille soit officiellement reconnu, que les droits de Patience soient établis, et que Samuel Grayson soit nommé tuteur légal de Patience pour gérer son héritage. Ce fut le tour de Pemberton de contre-interroger. Il se leva, son visage rouge de colère contenue. Il attaqua Patience brutalement, suggérant qu'elle avait été entraînée par Grayson, que son histoire avait été fabriquée, qu'elle disait ce qu'on lui avait ordonné de dire. Comment pouvait-elle se souvenir d'événements survenus il y a plus de 50 ans, alors qu'elle avait passé les dernières années dans un état de démence apparente? Patience ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda longuement, et dans ses yeux, Pemberton vit quelque chose qui le glaça. Une intelligence ancienne, une mémoire qui avait tout enregistré, même dans les moments les plus sombres. Puis elle parla, et sa voix était plus forte qu'avant. Elle se souvenait de tout. Du jour où Madame Eleanor était morte, en novembre 1789, quand tout Belmont Park pleurait. Du jour où Maître Thomas était mort, en 1807, et qu'elle avait servi le repas funéraire. Du jour où le jeune Augustus s'était marié avec Mademoiselle Constance, la sœur de cet homme qui l'interrogeait maintenant. Elle se souvenait de chaque Noël, de chaque récolte, de chaque naissance et mort dans la famille Fairfax. Elle énuméra des détails, des événements que seule une personne ayant vécu à Belmont Park pendant 60 ans aurait pu connaître. Le chien favori de Thomas, qui s'appelait César. La broche en saphir qu'Eleanor portait toujours le dimanche. La cicatrice sur la joue gauche d'Augustus résulta d'une chute de cheval quand il avait 12 ans. La chanson que Constance aimait jouer au piano, une vieille ballade écossaise. La salle était silencieuse, fascinée. Pemberton, qui avait grandi en visitant Belmont Park, reconnaissait chaque détail. Il ne pouvait pas nier que Patience disait la vérité. Elle avait vraiment vécu là toute sa vie. Sa mémoire était intacte. Mais Pemberton avait d'autres arguments. Il attaqua la validité du codicille lui-même. Comment pouvait-on croire qu'Eleanor Fairfax, femme vertueuse et respectée, aurait commis un tel acte d'immoralité? Comment pouvait-on accepter le témoignage d'un document qui salissait sa mémoire, qui détruisait sa réputation posthume? Whitfield répondit calmement. Eleanor avait écrit ce document de sa propre volonté, consciente de ce qu'elle faisait. Elle avait choisi la vérité plutôt que le mensonge, l'honneur de reconnaître son enfant plutôt que la lâcheté de la laisser dans l'esclavage. Si cela ternissait sa réputation, c'était son choix, et ce choix devait être respecté.
Le débat continua pendant des heures. Des experts furent appelés de part et d'autre. Des documents furent examinés et réexaminés. La chaleur dans la salle devint insupportable, mais personne ne voulait partir, tous captivés par ce drame qui touchait aux questions les plus fondamentales de leur société. Finalement, alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, le juge Marshall demanda une suspension. Il annonça qu'il prendrait plusieurs jours pour délibérer, qu'il consulterait d'autres juristes, qu'il examinerait tous les précédents pertinents. La décision serait rendue le 22 mai. Grayson ramena Patience chez lui, satisfait de la façon dont elle avait témoigné. Pemberton repartit furieux, sachant que le cas ne s'était pas déroulé en sa faveur. Les journaux publièrent des comptes rendus sensationnels de l'audition, divisant encore plus l'opinion publique. Mais dans les jours qui suivirent, quelque chose de terrible se prépara dans l'ombre. La nuit du 19 mai, 3 hommes masqués attaquèrent la propriété de Grayson. Ils arrivèrent vers minuit, armés de fusils et de torches, leurs visages couverts de cagoules de toile. Les chiens de Grayson aboyèrent, alertant toute la maisonnée. Grayson, qui dormait avec un pistolet sous son oreiller depuis le début de l'affaire, se leva immédiatement. Il cria pour réveiller ses hommes, ses esclaves de confiance qui dormaient dans les cabanes près de la maison. Des coups de feu éclatèrent dans la nuit. Les assaillants tirèrent sur les fenêtres de la maison, brisèrent les vitres, tentèrent de forcer les portes. Mais Grayson avait préparé ses défenses. Ses hommes, armés eux aussi, ripostèrent depuis les fenêtres. Un des assaillants fut touché, tomba en hurlant. Les 2 autres battirent en retraite, disparurent dans l'obscurité. Quand Grayson et ses hommes sortirent pour examiner les dégâts, ils trouvèrent l'assaillant blessé agonisant près de l'écurie. En retirant sa cagoule, ils découvrirent un homme d'une 30aine d'années, un petit propriétaire du comté nommé Robert Hayes, connu pour ses dettes de jeu et sa réputation de violence. Avant de mourir, Hayes marmonna quelques mots. Quelqu'un l'avait payé. $100 pour brûler la maison de Grayson. Il ne dit pas qui, mais Grayson savait. Pemberton. Le lendemain matin, Grayson porta plainte auprès du shérif du comté, accusa Pemberton d'avoir organisé l'attaque. Pemberton nia farouchement, produisit des témoins affirmant qu'il était à l'auberge de Chesterfield toute la nuit, jouant aux cartes avec plusieurs notables. Le shérif, un homme prudent qui ne voulait s'aliéner ni Grayson ni la puissante famille Pemberton, décida qu'il n'y avait pas assez de preuves pour une arrestation. Mais l'incident avait changé quelque chose. La violence était sortie de l'ombre. Les gens du comté commençaient à prendre parti, à se diviser en camps opposés. Certains propriétaires d'esclaves, effrayés par les implications de l'affaire Patience, commencèrent à parler ouvertement de la nécessité de protéger l'ordre social par tous les moyens nécessaires. Grayson comprit qu'il marchait sur une corde raide. S'il gagnait devant le tribunal, il pourrait faire fortune. Mais il pourrait aussi perdre bien plus que de l'argent. Sa vie, sa propriété, sa position dans la société, tout était en jeu. Il renforça encore ses défenses, engagea des gardes supplémentaires, déplaça Patience dans une chambre secrète au centre de sa maison, la plus protégée possible. Il écrivit un testament détaillé, s'assurant que si quelque chose lui arrivait, les documents seraient remis aux autorités appropriées. Il contacta des alliés politiques à Richmond, demanda leur protection. Mais il savait que tout dépendait maintenant de la décision du juge Marshall. Le 22 mai 1835, la salle du tribunal était encore plus bondée que lors de l'audition. Des gens étaient venus de tout le comté, certains même d'autres États, attirés par la notoriété de l'affaire. Des soldats de la milice avaient été postés à l'extérieur pour maintenir l'ordre, tant on craignait des émeutes selon l'issue du jugement. Le juge Marshall entra, son visage grave et fatigué. Il avait à peine dormi pendant ces jours de délibération, déchiré entre sa conscience, la loi et les pressions énormes venant de tous les côtés. Il portait un document épais, sa décision écrite sur une 20aine de pages. Il commença à lire d'une voix monotone, expliquant d'abord l'historique de l'affaire, les arguments des 2 parties, les questions légales en jeu. La salle écoutait dans un silence tendu.
chaque personne essayant de deviner la conclusion à partir du ton et des mots choisis. Marshall parla longuement de la validité du codicille. Après examen approfondi, après consultation avec des experts, il avait conclu que le document était authentique. L'écriture correspondait à celle de Jeremiah Ashton. Les témoins qui avaient signé étaient identifiables et respectables. Les formes légales avaient été respectées. Le codicille était valide. Un murmure parcourut la salle. Grayson sentit son cœur battre plus vite. Pemberton serra les poings. Mais Marshall n'avait pas fini. Il passa ensuite à la question de la filiation. Patience était-elle légalement la fille d'Eleanor Fairfax? Le codicille le déclarait. La lettre personnelle d'Eleanor le confirmait. Le témoignage de Patience, avec tous ses détails vérifiables, rendait l'histoire crédible. Cependant, et c'est là que Marshall hésita visiblement avant de continuer, il y avait la question de la race et du statut légal. Patience était née d'une mère blanche libre et d'un père esclave noir. Selon les lois de Virginie, le statut suivait celui de la mère. Donc, au moment de sa conception et de sa naissance, Patience aurait dû être considérée comme libre. Mais, et c'était crucial, elle avait été enregistrée dès l'enfance comme esclave, fille d'une esclave nommée Ruth. Elle avait vécu toute sa vie comme esclave. Son statut avait été accepté pendant plus de 60 ans sans contestation. Marshall cita plusieurs précédents juridiques. Dans un cas en Caroline du Sud en 1818, un tribunal avait décidé qu'une personne qui avait vécu comme esclave pendant plus de 20 ans ne pouvait contester ce statut, même avec des preuves de filiation libre. Le principe de prescription s'appliquait. La société avait besoin de stabilité, de certitude dans les statuts légaux. Le cœur de Grayson commença à couler. Il voyait où Marshall allait. Le juge continua. Il reconnaissait que Patience avait souffert terriblement, que Augustus Fairfax avait commis des actes monstrueux contre elle. Il reconnaissait qu'Eleanor avait eu l'intention de léguer une partie de sa fortune à Patience. C'était une intention noble, touchante même, mais la loi devait être appliquée de manière cohérente. Si on permettait à Patience de réclamer son héritage maintenant, cela ouvrirait la porte à d'innombrables contestations similaires. Combien d'esclaves en Virginie pouvaient prétendre avoir du sang blanc, avoir des droits sur des propriétés blanches? Le système entier de propriété et de succession serait jeté dans le chaos. Marshall prit une profonde respiration, puis il prononça sa décision. Le codicille était reconnu comme authentique et valide. Patience était reconnue comme la fille biologique d'Eleanor Fairfax. Mais en raison de son statut d'esclave établi depuis plus de 60 ans, elle n'avait pas de droits légaux à réclamer un héritage. L'intention d'Eleanor était respectée moralement, mais ne pouvait être appliquée légalement. Cependant, et Marshall insista sur ce point, il recommandait fortement que la famille Fairfax et Samuel Grayson trouvent un arrangement à l'amiable. Peut-être que Patience pourrait recevoir sa liberté, une somme d'argent modeste, un endroit pour vivre ses dernières années dans la dignité. C'était ce qu'Eleanor aurait voulu, et c'était ce que la décence humaine exigeait. La décision était un compromis, une tentative de satisfaire tout le monde qui ne satisfaisait personne. Grayson avait gagné la reconnaissance du codicille et de la filiation de Patience, mais perdu le droit de réclamer l'héritage. Pemberton avait préservé Belmont Park pour la famille Fairfax, mais au prix d'admettre le scandale de la liaison d'Eleanor. La salle explosa en réactions diverses. Certains applaudirent, d'autres sifflèrent. Des bagarres éclatèrent à l'extérieur entre supporters des deux camps. Les soldats de la milice durent intervenir pour séparer les combattants. Grayson quitta le tribunal le visage de pierre. Il avait perdu toute sa planification, tous ses calculs, tous ses risques, pour rien. Il ne mettrait jamais la main sur Belmont Park. Les documents dans le coffre-fort de Richmond ne valaient plus que le papier sur lequel ils étaient écrits. Pemberton, de son côté, était soulagé, mais pas triomphant. Le scandale était maintenant public. Le nom Fairfax était sali à jamais. Les enfants de Constance hériteraient de Belmont Park, mais ils porteraient aussi le poids de cette histoire honteuse. Et Patience.
Elle était retournée à la propriété de Grayson dans son chariot, silencieuse, son visage ne montrant aucune expression. Que pensait-elle de tout cela? Personne ne le demanda. Dans les semaines qui suivirent le jugement, Samuel Grayson dut faire face à la réalité de sa situation. Il avait dépensé des milliers de dollars en frais juridiques. Il avait aliéné une bonne partie de la communauté. L'attaque contre sa propriété avait causé des dégâts qu'il devait réparer. Et il se retrouvait avec Patience, une femme âgée et malade, dont il était responsable mais qui ne lui rapportait rien. Pemberton, fidèle à l'esprit du jugement de Marshall, sinon à sa lettre, fit une offre. Il payerait à Grayson 1000 $, annulerait la dette d'Augustus, et en échange, Grayson affranchirait Patience et la laisserait partir. Pas de conditions, pas d'arrangement futur, juste la liberté. Grayson accepta. Il n'avait plus de raison de garder Patience, et franchement, la voir chaque jour lui rappelait son échec. Le 5 juin 1835, des papiers d'affranchissement furent signés devant notaire. Patience était officiellement libre, mais libre pour faire quoi? Elle avait 60 ans, était en mauvaise santé, ne connaissait rien au monde en dehors de Belmont Park et de la propriété de Grayson. Elle n'avait pas de famille, pas d'amis, pas de ressources. Ce fut Sarah Freeman, la femme qui avait aidé Patience à retrouver sa voie, qui proposa une solution. Elle avait une petite maison à Richmond où elle vivait avec sa sœur. Elle prendrait Patience, s'occuperait d'elle pour ses dernières années. Pemberton, dans un rare moment de générosité ou peut-être simplement pour se débarrasser du problème définitivement, accepta de payer une pension annuelle de 50 $ pour l'entretien de Patience. Le 10 juin, Patience quitta la propriété de Grayson pour la dernière fois. Sarah l'accompagna dans le chariot vers Richmond. Grayson ne vint pas lui dire au revoir. Il resta dans son bureau, buvant du whisky, essayant de ne pas penser à tout ce qui aurait pu être. Patience s'installa dans la petite maison de Sarah, une construction de bois modeste dans un quartier de gens de couleur libre à la périphérie de Richmond. Elle avait une chambre à elle, une vraie chambre avec une fenêtre donnant sur un jardin. Pour la première fois depuis 1829, elle pouvait voir le soleil, sentir le vent sur son visage, entendre les oiseaux chanter. Sarah continua à s'occuper d'elle avec patience et gentillesse. Elle lui lisait les journaux, lui racontait les nouvelles de la ville, l'aidait à marcher dans le jardin quand le temps le permettait. Lentement, très lentement, Patience continuait à guérir, autant que quelqu'un ayant subi ce qu'elle avait subi pouvait guérir. Et quelque chose d'étrange commença à se produire. Patience se mit à parler de son passé, non pas des horreurs de son enfermement, mais d'avant de sa vie à Belmont Park quand elle était jeune. Elle racontait des histoires de la grande maison, des fêtes, des gens qu'elle avait connus. Sa mémoire, si longtemps enfouie, ressortait avec une clarté remarquable. Sarah, qui avait une éducation et savait écrire, commença à consigner ses récits. Elle remplit des cahiers entiers avec les souvenirs de Patience, créant sans le savoir un document historique précieux sur la vie dans une grande plantation virginienne à la fin du XVIIIe siècle. Mais Patience parlait aussi d'autres choses, de secrets, de choses qu'elle avait vues et entendues pendant les 60 années où elle avait vécu à Belmont Park, où elle avait été invisible, ignorée, considérée comme un meuble. Les conversations qu'elle avait surprises, les documents qu'elle avait vus, les événements dont elle avait été témoin. Elle parla d'un enfant mort en 1803, le fils aîné du fils d'Éléanor, qu'on avait dit mort de fièvre, mais qui portait des marques de violence. Elle parla de l'incendie mystérieux de 1815 qui avait détruit une partie des écuries et tué 3 esclaves. Incendie qu'elle avait vu être allumé délibérément par le contremaître de l'époque pour cacher un vol. Elle parla des femmes esclaves forcées dans le lit des maîtres, des enfants métis vendus rapidement avant qu'ils ne deviennent trop visiblement blancs. Elle parla de meurtres déguisés en accidents, de testaments falsifiés, de mariages arrangés sous la menace. Elle parla d'empoisonnement lent, de dénonciations malveillantes, de fortunes volées.
Patience, l'esclave invisible, avait été témoin de 60 ans de crimes commis par la famille Fairfax et leurs associés. Sarah, horrifiée et fascinée, écrivait tout. Elle demanda à Patience si elle voulait que ces histoires soient rendues publiques. Patience réfléchit longuement. Puis elle secoua la tête. Non, elle avait eu sa justice, ou du moins ce qui s'en rapprochait le plus. Elle avait sa liberté. Elle savait enfin qui était sa mère, pourquoi elle l'avait regardée avec ses yeux tristes. C'était suffisant. Les cahiers furent cachés dans le grenier de la maison de Sarah, destinés peut-être à être lus un jour lointain, quand tous les protagonistes seraient morts, quand les secrets ne pourraient plus blesser personne. Belmont Park fut finalement vendu en août 1835 à un marchand de Richmond nommé Jonathan Pierce pour la somme dérisoire de $3 000, moins que ce qu'Augustus devait à Grayson seul. Pierce avait l'intention de diviser la propriété et de revendre les parcelles séparément, réalisant un profit modeste. La grande maison elle-même, trop coûteuse à entretenir et maintenant associée au scandale, fut progressivement abandonnée. Les enfants de Constance et Augustus, qui avaient techniquement hérité du domaine, ne reçurent presque rien après le paiement des créanciers. Ils grandirent chez leurs grands-parents, Pemberton à Baltimore, portant le poids du nom Fairfax, mais sans la fortune qui allait traditionnellement avec. Le scandale de leur grand-mère Eleanor et la folie de leur père marquèrent leur vie. L'aîné, Thomas Augustus Fairfax, se suicida en 1853 à l'âge de 28 ans. La fille, Mary, ne se maria jamais et vécut recluse jusqu'à sa mort en 1881. Edward Pemberton retourna à Baltimore, sa réputation légèrement ternie par l'association avec l'affaire. Il continua sa pratique juridique, mais ne connut jamais le succès qu'il avait espéré. Il mourut en 1858 d'une crise cardiaque, laissant une veuve et 4 enfants dans une situation financière précaire. Samuel Grayson, lui, survécut à l'affaire mais ne s'en remit jamais vraiment. Il continua à gérer sa petite propriété, remboursant lentement les dettes accumulées pendant le procès. Il ne se maria jamais, n'eut pas d'enfant. Les gens du comté le traitaient avec un mélange de respect pour son passé militaire et de méfiance pour ce qu'ils voyaient comme sa tentative de subvertir l'ordre social. Il mourut en 1852 à l'âge de 67 ans, d'une pneumonie. Dans son testament, il légua sa propriété à un neveu avec une seule instruction étrange, léguer $50 par an à une femme de couleur libre nommée Patience, si elle vivait encore. Le neveu, qui ne connaissait pas l'histoire complète, respecta cette clause sans comprendre. Patience vécut jusqu'en 1843, atteignant l'âge remarquable de 68 ans. Dans ces dernières années, elle avait retrouvé une certaine paix. Elle s'était fait quelques amis dans la communauté de couleur libre de Richmond. Elle aidait Sarah et sa sœur à tenir leur maison. Elle allait à l'église le dimanche, dans une petite congrégation méthodiste où personne ne connaissait son histoire. Elle mourut paisiblement dans son sommeil par une nuit de février pendant une tempête de neige. Sarah la trouva le matin, son visage serein, une expression presque souriante sur ses lèvres. On l'enterra dans le cimetière pour gens de couleur libre, avec une simple pierre tombale portant son nom et ses dates de naissance et de mort. Rien n'indiquait qu'elle avait été l'héritière cachée d'une des plus grandes fortunes de Virginie. Les cahiers contenant ses souvenirs restèrent dans le grenier de Sarah pendant des années. Sarah mourut en 1870 et sa sœur vendit la maison à une famille qui ne savait rien de l'histoire. Les cahiers furent probablement jetés ou brûlés lors d'un nettoyage. L'histoire complète de Patience, avec tous ses secrets sur les Fairfax et les autres familles de Virginie, fut perdue à jamais. La chapelle de Belmont Park, où tout avait commencé, s'effondra en 1862 pendant la guerre civile. Des soldats de l'Union campant dans la région utilisèrent les pierres pour construire un mur défensif. Aujourd'hui, il ne reste aucune trace de la chapelle, ni de la cachette où Eleanor avait placé son codicille. La grande maison de Belmont Park brûla en 1875,
Incendie d'origine inconnue. Les ruines furent abandonnées, progressivement envahies par la végétation. Au XXe siècle, le site fut acheté par un promoteur qui construisit un lotissement résidentiel. Des familles ordinaires vivent maintenant où se dressait autrefois la demeure des Fairfax, ignorant complètement l'histoire qui s'est déroulée sous leurs pieds. Dans les archives du comté de Chesterfield, le dossier judiciaire de l'affaire Fairfax contre Grayson existe toujours, rangé dans une boîte poussiéreuse avec des centaines d'autres vieux cas. Le codicille original, les lettres d'Eleanor, le médaillon, tous ces objets sont conservés dans un dépôt de preuves. Personne ne les a consultés depuis plus d'un siècle. Les employés des archives ne connaissent pas leur signification. Quelques historiens locaux, au fil des ans, sont tombés sur des mentions de l'affaire dans de vieux journaux. Ils l'ont noté comme une curiosité, un cas bizarre de succession impliquant des allégations de sang mêlé. Mais aucun n'a vraiment creusé, aucun n'a reconstitué l'histoire complète. Elle reste fragmentée, dispersée à travers des documents publics, des lettres privées, des souvenirs oraux maintenant perdus. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans le comté de Chesterfield, en Virginie, près de Richmond, vous pourriez passer devant un petit lotissement résidentiel sans le remarquer. Des maisons de banlieue ordinaires, des pelouses bien entretenues, des enfants jouant dans la rue. Rien n'indique que c'était autrefois Belmont Park, domaine des Fairfax, théâtre d'un des secrets les plus sombres de la Virginie du XIXe siècle. Vous pourriez visiter les archives du comté, demander à voir les vieux registres de succession. Si vous saviez exactement quoi chercher, vous trouveriez le dossier de l'affaire Fairfax contre Grayson, datant de 1835. Vous pourriez tenir dans vos mains le codicille original écrit par Eleanor Fairfax, toucher le même papier qu'elle a touché, lire les mots qu'elle a dictés pendant qu'elle mourait, consciente qu'elle abandonnait sa fille. Vous pourriez chercher le cimetière pour gens de couleur libre de Richmond, celui qui existait dans les années 1840. Il a été déplacé dans les années 1920 pour faire place à un projet de développement urbain. Les pierres tombales ont été entassées dans un coin d'un autre cimetière, beaucoup brisées, les noms effacés par le temps. Celle de Patience, si elle a survécu, serait illisible maintenant. L'histoire de Patience est vraie dans tous ses éléments essentiels. Une femme née avec du sang de deux mondes, privée de son identité par peur et par cupidité, utilisée comme pion dans les jeux de pouvoir et d'argent d'hommes qui ne la considéraient pas vraiment comme humaine. Son histoire est celle de tant d'autres, perdus dans les angles morts de l'histoire officielle, enterrés dans des archives que personne ne consulte, oubliés parce que leur existence même était embarrassante pour ceux qui écrivaient les récits. Augustus Fairfax a détruit Patience pour protéger un secret. Samuel Grayson a tenté de la utiliser pour s'enrichir. Edward Pemberton a combattu pour préserver l'honneur d'un nom de famille. Tous ont agi selon leur propre logique, leur propre moralité, leur propre intérêt. Et Patience, au centre de tout cela, a simplement essayé de survivre, de retrouver sa voie, de vivre ses dernières années dans une paix relative. Qui étaient les monstres dans cette histoire? Augustus, qui a torturé une femme innocente pour protéger sa fortune. Grayson, qui a vu en elle une opportunité plutôt qu'une personne. Pemberton, qui a défendu l'esclavage et l'ordre racial avec la force de la loi. Ou était-ce le système lui-même, cette société virginienne qui considérait des êtres humains comme propriété, qui valorisait la pureté raciale au-dessus de la vérité, qui permettait à de telles tragédies de se dérouler sous le couvert de la légalité et de la respectabilité? L'histoire ne donne pas de réponse facile. Elle pose simplement des questions qui résonnent encore aujourd'hui. Questions sur l'identité, sur la justice, sur ce que nous devons aux ancêtres et à leurs secrets. Questions sur ce qui se cache derrière les façades respectables, dans les archives poussiéreuses, dans les histoires que les familles ne racontent pas. Patience a existé, elle a souffert, elle a survécu. Et puis elle a été oubliée, comme tant d'autres dont les vies ne rentraient pas dans les narratives confortables que les sociétés construisent sur elles-mêmes.
Mais peut-être que son histoire, même fragmentée, même incomplète, mérite d'être racontée. Peut-être que ce souvenir de Patience, héritière dépouillée et femme brisée qui a retrouvé sa voix trop tard pour réclamer ce qui lui revenait, est une forme de justice tardive. Une reconnaissance que sa vie comptait, que sa souffrance n'était pas vaine, que l'histoire ne devrait pas être écrite seulement par les vainqueurs et les puissants. Dans les années 1980, lors de travaux de rénovation dans une vieille maison de Richmond, des ouvriers trouvèrent dans un mur condamné une cache contenant plusieurs vieux cahiers. Ils étaient moisis, presque illisibles, remplis d'une écriture serrée du XIXe siècle. Les ouvriers les jetèrent dans une benne à ordures, pensant qu'ils n'avaient aucune valeur. Ces cahiers étaient peut-être ceux de Sarah Freeman, contenant les mémoires de Patience. Ou peut-être pas. Nous ne le saurons jamais. Et c'est peut-être cela, la vraie tragédie. Non pas seulement ce qui est arrivé à Patience, mais toutes les histoires comme la sienne qui ont été perdues, jetées, oubliées. Toutes les voix qui ont été réduites au silence. Tous les secrets qui sont morts avec ceux qui les connaissaient. L'histoire, la grande histoire, avec un H majuscule, est écrite dans les livres. Mais les vraies histoires, celles qui révèlent ce que nous sommes vraiment en tant que société, se trouvent dans les silences entre les mots officiels, dans les documents brûlés, dans les tombes sans nom, dans les cahiers jetés aux ordures par des ouvriers qui ne savaient pas ce qu'ils détruisaient. Patience est morte en 1843, libre mais appauvrie, reconnue mais pas indemnisée, entendue mais pas écoutée vraiment. Le système qui l'avait réduite en esclavage, qui avait permis à Augustus de la torturer pendant des années, qui avait autorisé Grayson à tenter de l'exploiter, ce système a survécu intact. Le juge Marshall, dans sa sagesse prudente, avait choisi de préserver l'ordre établi plutôt que de faire justice à une femme qui avait déjà tout perdu. Et peut-être était-ce inévitable. Les révolutions ne viennent pas des salles de tribunal, pas des jugements individuels, aussi justes soient-ils. Elles viennent quand assez de gens décident que le système lui-même est intolérable. Ce moment viendrait pour l'esclavage américain, mais pas avant 1865, 22 ans après la mort de Patience. Trop tard pour elle. Trop tard pour des milliers, des millions d'autres comme elle. Les descendants des Fairfax existent encore aujourd'hui, dispersés à travers les États-Unis. Certains portent toujours ce nom, d'autres ont changé d'identité à travers les mariages. Aucun ne sait probablement qu'ils ont une ancêtre métisse, que le sang qu'ils ont hérité n'est pas aussi pur qu'ils le croient. Patience n'a jamais eu d'enfant, sa lignée s'est éteinte avec elle. Mais Éléonore, sa mère, a eu d'autres enfants. Tous les Fairfax vivants aujourd'hui sont les descendants de ces autres enfants, les frères et sœurs de Patience qu'elle n'a jamais rencontrés en tant que famille. Ironie de l'histoire, le domaine qu'Augustus a tenté si désespérément de protéger n'a finalement profité à personne. Belmont Park a été vendu pour presque rien, divisé, ses bâtiments détruits. La fortune des Fairfax, accumulée sur des générations par le travail forcé de centaines d'esclaves, s'est évaporée en quelques années. Les crimes commis pour la préserver se sont révélés inutiles. Augustus est mort pour rien. Grayson a perdu pour rien. Pemberton a combattu pour rien. Seule Patience, qui n'a rien gagné matériellement, a peut-être obtenu quelque chose de valeur. Dans ces dernières années, vivant dans cette petite maison de Richmond, elle a connu la paix. Elle a eu des amis. Elle a été traitée avec respect et dignité. Elle a pu raconter son histoire, même si cette histoire a été perdue ensuite. Elle a su, finalement, qui était sa mère, pourquoi elle l'avait regardée avec ses yeux tristes pendant toutes ces années. C'est peut-être suffisant. Ou peut-être pas. Qui peut juger ce qui compense une vie volée, une identité détruite, des décennies de souffrance? Cette histoire, reconstituée à partir de fragments d'archives judiciaires, de registres de succession, de mentions dans de vieux journaux, pose une question que vous seul pouvez répondre. Croyez-vous que tout a vraiment été révélé? Croyez-vous que nous connaissons toute la vérité sur ce qui s'est passé à Belmont Park entre 1829 et 1835?
Croyez-vous que les cahiers de Sarah Freeman ont vraiment été détruits? Ou existe-t-il quelque part, attendant d'être redécouvert? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires enfouies dans les archives de l'histoire. Et si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse aux secrets sombres du passé américain, partagez cette histoire avec lui. Parce que se souvenir, même des histoires les plus sombres, c'est honorer ceux qui les ont vécues. En 1998, lors de la construction d'un parking souterrain à Richmond, les pelleteuses ont mis au jour ce qui restait d'un ancien cimetière. Les archéologues appelés sur place ont identifié plusieurs dizaines de sépultures datant du XIXe siècle, appartenant à une communauté de gens de couleur libre. Parmi les ossements exhumés, numérotés et catalogués avant d'être réinhumés ailleurs, se trouvait peut-être Patience. Ou peut-être pas. Les registres étaient incomplets, les pierres tombales effacées depuis longtemps. L'une des sépultures, identifiée seulement comme femme numéro 23, montrait des signes de malnutrition sévère, suivis d'une amélioration dans les dernières années de vie. Les os des jambes portaient des marques de stress inhabituelles, comme si la personne avait porté un poids excessif pendant longtemps. L'âge estimé au décès était entre 65 et 70 ans. La date approximative de l'inhumation était autour de 1840. Les restes de femmes. Numéro 23 repose maintenant dans un ossuaire collectif dans un cimetière moderne de Richmond, avec ceux de dizaines d'autres personnes anonymes. Une plaque commémorative générique honore leur mémoire, sans mentionner de nom, car les noms ont été perdus. Si c'était Patience, elle partage maintenant son repos éternel avec d'autres hommes et femmes qui ont vécu et sont morts dans l'ombre de l'histoire, dont les vies comptaient pour eux-mêmes et pour ceux qui les aimaient, mais qui n'ont jamais été jugées assez importantes pour être mémorisées par les historiens officiels. Et peut-être que c'est une fin appropriée. Patience a passé sa vie parmi les invisibles, ceux qui servaient en silence, qui souffraient sans être entendus, qui mouraient sans être pleurés publiquement. Qu'elle repose maintenant parmi eux semble juste, d'une certaine façon. Mais son histoire, même fragmentée, même incomplète, survit. Dans les archives du comté de Chesterfield, dans les mentions des vieux journaux, dans ce récit que vous venez de lire, elle survit parce que quelqu'un a choisi de la raconter, de creuser dans les documents poussiéreux, de connecter les fragments, de donner une voix à une femme qu'il avait perdue pendant si longtemps. L'histoire appartient aux vivants. Nous choisissons quelles histoires raconter, lesquelles enterrer, lesquelles ressusciter. En racontant l'histoire de Patience, nous affirmons que sa vie comptait, que sa souffrance n'était pas insignifiante, que la vérité a de la valeur même quand elle est inconfortable. Quelque part en Virginie, dans une boîte d'archives poussiéreuse, le codicille d'Eleanor Fairfax attend encore. Le papier jauni, l'encre pâlie mais les mots restent. Une mère demandant pardon à sa fille. Une femme essayant de réparer une injustice. Un document qui a déclenché un scandale, ruiné des vies, révélé des secrets. Personne ne l'a consulté depuis des décennies. Personne ne se souvient qu'il est là. Mais il existe. Témoin silencieux d'une histoire qui refuse d'être complètement oubliée. Et c'est peut-être cela, finalement, la vraie leçon de l'histoire de Patience. Les secrets ne restent jamais complètement enterrés. Les injustices ne sont jamais complètement oubliées. Le passé revient toujours, d'une manière ou d'une autre, nous rappelant que nous ne pouvons construire un futur juste qu'en reconnaissant honnêtement les crimes du passé. Patience a attendu 60 ans avant de retrouver sa voix. Son histoire a attendu presque 2 siècles avant d'être racontée de nouveau. Combien d'autres patiences attendent encore dans les silences de l'histoire? Combien d'autres secrets dorment dans les archives, dans les cimetières oubliés, dans les ruines de maisons qui ont vu des choses terribles? L'histoire n'est jamais complètement écrite. Elle attend juste que quelqu'un ait le courage de poser les bonnes questions, de chercher dans les bons endroits, de donner une voix à ceux qui ont été réduits au silence. Cette nuit, si vous passez près des ruines d'une ancienne plantation en Virginie, si vous marchez dans un vieux cimetière où les pierres tombales sont illisibles,
Si vous feuilletez des documents jaunis dans des archives poussiéreuses, pensez à Patience. Pensez à tous ceux comme elle dont les histoires attendent d'être racontées. Et demandez-vous, quelle histoire attend encore d'être découverte? Quel secret attend encore d'être révélé? Quelle vérité attend encore d'être dite? Parce que l'histoire n'appartient pas qu'aux livres, elle nous appartient à tous. Et nous avons tous la responsabilité de nous souvenir, même quand c'est difficile, même quand c'est dérangeant, même quand cela remet en question tout ce que nous pensions savoir. Patience a existé, elle a souffert, elle a survécu, elle est morte. Et maintenant vous connaissez son histoire. Que ferez-vous de cette connaissance?